Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture et plus particulièrement, on va revenir sur les 6 romans que j'ai lus au mois d'avril. Un mois où j'ai eu envie de lire des lectures assez diverses, tout simplement parce que je savais qu'au mois de mai, j'allais participer au mois de la fantasy. Donc je me suis dit en avril, autant varier un petit peu les plaisirs. Vous allez voir ça. Pour commencer, j'ai lu le tome mensuel de la saga de la chronique des Bridgerton. Donc saga de Julia Quinn publiée chez J'ai lu. Je me suis intéressée cette fois-ci au tome 4, le tome sur Colleen, un tome que j'avais trop hâte de lire parce que dans quelques jours à peine, va sortir la saison 3 de la série qui justement adapte ce tome-ci sur Colleen et du coup j'avais envie de lire le livre avant et de découvrir enfin la romance de Colleen parce que on nous titille avec ça depuis plusieurs saisons dans la série, depuis plusieurs tomes dans cette saga livresque et franchement on sait à quoi s'attendre, on sait que ça va être une romance friends to lovers, mais comment les deux vont arriver à devenir lovers c'est ce qu'on va découvrir dans ce tome et moi franchement je me suis régalée, ça m'a fait trop plaisir de retrouver ces deux personnages. Je vais pas en dire trop sur l'identité de la demoiselle au cas où. Et puis en parallèle en fait de ce tome-ci, il y a aussi une deuxième intrigue qui cette fois-ci vise à démasquer Lady Whistledown, donc la dame qui écrit les chroniques mondaines dans la saga de la chronique des Bridgerton, la dame qui est là, qui raconte tout le temps les potins sur tous les nobles de Londres, et du coup il va y avoir dans ce tome-ci toute une espèce de quête pour essayer de trouver son identité. Va-t-elle être démasquée ou non? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette lecture. Franchement un tome qui m'a régalée. Il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu dommage et qui fait que c'est pas un livre 5 étoiles mais 4 étoiles et demie en termes de notation, c'est que il y a quand même un élément majeur qui est spoilé, qui a été spoilé depuis longtemps par la série, notamment l'identité de Lady Whistledown, et ce qui fait que du coup quand ça nous est révélé dans ce tome-ci, moi j'ai pas eu l'effet de surprise et c'est un peu dommage parce que je pense vraiment que si jamais je ne l'avais pas su et que j'avais découvert ça au fur et à mesure de ma lecture, franchement ça aurait été une lecture 5 étoiles, voilà. Puis je me suis plongée dans la lecture de Dead Gordon, le premier tome L'héritière par Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Un roman qui n'est autre qu'un texte retravaillé par l'autrice puisque Cassandra O'Donnell a écrit, entre autres, la célèbre saga de Beatlit Rebecca Keane, et en fait il y a quelques années elle a écrit aussi un petit livre spin-off à cette saga qui s'appelait Leonora Keane, un petit roman en fait où on suit les aventures de la fille de Rebecca Keane. Et en fait du coup dans ce premier tome c'est ce même roman qui a été retravaillé pour amorcer une saga young adulte à venir, du coup qui met en scène Leonora Keane. Leonora Keane, on va la suivre dans ce premier tome, elle va quitter sa mère pour aller vivre quelque temps chez sa grand-mère / arrière-grand-mère qui est une sorcière et qui fait partie d'un clan, et en fait justement dans son clan de sorcières il y a des meurtres inexpliqués, des sorcières qui se font assassiner alors que ces sorcières sont quand même censées être très badass. Donc pour notre Leonora Keane, c'est beaucoup de questions qui vont se poser et notre jeune fille va décider de s'y intéresser de plus près, d'autant plus qu'un de ses amis l'a accompagnée, est allé vivre avec elle chez sa grand-mère et c'est lui qui va se retrouver accusé des meurtres. Donc c'est la pagaille tout ça. Et du coup on va se retrouver plongé dans un univers assez dense. Vraiment, on sent que vraiment il y a eu toute une saga fantastique auparavant, avant ce livre. Il y a eu toute la saga Rebecca Keane, très riche en créatures fantastiques diverses et variées, vraiment. Après, l'autrice, elle nous permet vraiment de rattraper les choses, elle nous explique très bien ce qu'on a loupé dans la saga Rebecca Keane si jamais on ne l'a pas lu, comme c'est mon cas. Donc franchement ça va, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations par moment et aussi ça rend le personnage de Leonora Keane très particulière, avec beaucoup de pouvoir. On sent que la demoiselle elle a vraiment un patrimoine génétique magique très bien fourni. Voilà, ceci étant dit, voilà, franchement c'était une lecture hyper agréable, très fluide à lire, franchement c'était un plaisir et du coup je lirai les tomes suivants si j'en ai la possibilité avec
un grand plaisir. Puis en lecture commune avec mon amie Anaïs, on s'est plongé en ce mois d'avril dans la lecture des chroniques d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, publiées chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors les chroniques d'Avonlea, si vous connaissez un petit peu, vous le savez peut-être, il y a 2 tomes existants en fait. Sauf que Lucy Maud Montgomery en a autorisé qu'un seul et du coup les éditions Monsieur Toussaint Louverture ne publient que celui qui est autorisé par l'autrice, et de mon côté en tant que lectrice je vais lire du coup que ce tome-ci et je ne vais pas lire le deuxième qu'on peut quand même trouver et qu'on peut quand même lire, mais voilà, je préfère respecter l'autrice, respecter sa saga que j'ai tellement aimée en fait, tout simplement. Donc les chroniques d'Avonlea, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tome bonus en fait, de nouvelles avec des personnages qui évoluent dans l'univers d'Anne de Green Gables, mais des personnages qui ont été très peu, voire pas du tout évoqués dans la saga. Et on va les retrouver. Et on va suivre leur histoire. Et comment dire, j'avoue que j'ai peut-être un peu sous-estimé ce tome parce que je pensais pas qu'il me plairait autant, mais la vérité c'est que ces nouvelles, même si ça mettait en scène des personnages que je ne connaissais pas, même si on n'y retrouvait pas forcément Anne, hein, parce que parfois Anne elle était juste un peu mentionnée par-ci par-là, mais c'est tout, et bien ces nouvelles, elles m'ont vraiment plu. Il y en a certaines qui m'ont vraiment touchée. Chaque jour en fait on en parlait avec mon amie Anaïs parce que on lisait au rythme d'une nouvelle, une chronique par jour, et parfois on était là, oh, cette nouvelle aujourd'hui elle m'a mis les larmes aux yeux. Vraiment il y avait des nouvelles qui étaient super belles, très touchantes, et d'autres au contraire vraiment drôles avec des personnages très atypiques comme Lucy Maud Montgomery. C'est très bien ancré et du coup franchement, ça a été un petit régal, ce tome-ci, et le moyen de retourner un tout petit peu à Avonlea. Puis je me suis tournée vers les lueurs de Juliette Adam, publié chez Flammarion Jeunesse, un roman choral qui va mettre en scène plus particulièrement 5 jeunes qui ont un passé assez difficile qui les hante et qui, pour se reconstruire, vont le temps d'un été aller vivre chez Aïcha qui est psy. Et Aïcha qui a une maison en fait qui est isolée, qui est au milieu des grands arbres. Donc elle va accueillir ces 5 jeunes et les aider peut-être à se reconstruire, à faire face à ce que ils ou elles ont vécu, les aider du mieux possible. Et du coup on va suivre ces 5 personnages qui sont Léo, Alice, Stéphane, Camille et Sarah. Et un roman qui forcément, avec un résumé pareil, vous vous en doutez, est très touchant. Forcément des personnages qui souffrent, mais aussi un roman qui va mettre en avant l'amitié et parfois aussi l'amour, et également toute cette notion de reconstruction, parce que avec un passé difficile, il y a forcément cette démarche d'aller vers le mieux. Et du coup on va vraiment suivre ces 5 personnages petit à petit, et on va pas forcément tout de suite savoir quel est ce passé qui les hante, bien que certains secrets se devinent. Je dirais que j'avais deviné pour 2 ou 3 personnages sur les 5, mais c'est vrai qu'il faut attendre quand même un peu pour avoir vraiment la révélation finale sur le témoignage du passé de chaque personnage. Mais c'est pas grave parce que avant d'arriver jusque là, on a vraiment des beaux moments, des moments forts, des moments joyeux, des moments tristes, des moments qui sont tellement importants pour se reconstruire en fait, et au contraire des moments plus difficiles parfois. Vraiment c'est un livre qui m'a touchée, bien que pas tout à fait parfait à mon goût, parce qu'il y a notamment un petit passage dans le dénouement final qui m'a pas vraiment convaincue. Mais j'avoue que tout ce qui vient avant m'a vraiment enchantée. Puis j'ai lu en e-book Peur sur le lac de Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse, qui n'est autre que la suite d'une saga en fait horrifique, plutôt jeunesse, dont le premier tome c'est Terreur à Smoke Hollow et le deuxième tome Frisson au Mont Hemlock. Voilà, ce sont ces romans là que j'avais vraiment beaucoup apprécié, et du coup à chaque fois on a un tome par saison. Celui-ci c'est un tome qui se passe en automne, celui-là en hiver et celui-ci au printemps. On va y retrouver notre trio d'amis qui, on le sent, sont quand même assez traumatisés par rapport aux événements des tomes passés. Franchement, ils ont vécu des choses tellement difficiles que ça reste des enfants, et c'est en ça que cette saga est assez bien faite, c'est que on fait pas comme si c'était rien, quoi. C'est pas parce que nos héros ont réussi à s'en sortir qu'aujourd'hui tout va bien et tout est oublié. Non, clairement, il y a un vrai traumatisme qui est là.
Mais du coup, notre trio d'amis ainsi que certains de leurs parents vont quand même se décider à faire une petite balade un samedi, un petit tour en bateau où ils vont se retrouver à nouveau en danger, un danger qui va les mener à se retrouver sur une île déserte et hantée, et en plus de ça, pour eux, l'impossibilité de s'enfuir parce que il y a un monstre dans la mer. Oui, oui, oui. Donc un tome encore une fois assez frissonnant, bien que pour moi, il m'a un petit peu moins plu que les deux précédents parce que je l'ai trouvé peut-être un peu moins prenant, moins abouti, moins immersif. Mais ça reste sympathique. Mais on sent qu'il y a quelques petits manques. Quelques petits manques qui sont dus au fait que pour moi ce tome-ci ressemble plus à une première partie du dénouement vraiment final qui on sent que ça va péter dans le tome 4. Voilà. Donc je vais lire ce tome 4 cet été parce que c'est un tome du coup qui se passe en été. Donc voilà, je vais suivre les aventures de nos personnages. J'ai envie de voir ce qui va leur arriver. D'autant plus que ce roman-là, honnêtement, on s'ennuie pas, voilà, même si je l'ai un petit peu moins aimé que les autres, franchement, il y a un sacré rythme, et à la fin, vu la révélation finale, ça donne quand même super envie de voir comment nos héros vont se débrouiller après ça en fait, et du coup très envie de lire le tome suivant et de clore cette saga qui pour moi est une très bonne saga horrifique jeunesse. Et pour finir, je me suis plongée dans la lecture d'Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, publié chez le Livre de Poche Jeunesse. Un tome 2 d'une saga que j'avais hâte de retrouver parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, Un sort si noir et éternel je crois. Un premier tome dans lequel on faisait la rencontre d'Harper, une jeune femme qui a un handicap et du coup qui fait que elle boitille. Sauf que le jour où Harper va être témoin d'une tentative d'enlèvement, elle va pas hésiter à courir de toutes ses forces et à s'immiscer entre l'agresseur et la victime. Elle s'interpose, sauf que à la place c'est elle qui va se faire enlever et qui va atterrir dans un univers de fantaisie et dans un château où il y a un prince, le prince Rain, qui semble-t-il serait victime d'une malédiction. Vraiment, ce premier tome m'avait complètement séduite et j'avais hâte de retrouver cet univers. Et j'avoue que, bon, si vous avez lu ce tome 2, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais de mon côté, ça a été une petite douche froide parce que ce tome-ci donc est focalisé sur le personnage de Gray, qui n'est autre que l'ancien commandant de la garde du prince Rain, un personnage qu'on voit beaucoup dans le premier tome d'ailleurs. Et en fait, on se focalise aussi sur sa romance avec Liamara, qui n'est autre que la fille d'une reine ennemie. Sauf que de mon côté déjà j'ai eu un peu de problème à apprécier la personnalité de Liamara en fait. Vraiment c'est un personnage qui m'a pas plu, voilà, c'était pas un plaisir de la suivre. Honnêtement les personnages du premier tome, Harper et le prince Rain, m'ont assez manqué dans ce tome-ci, même si on les voit quand même un peu. Et en plus de ça, ce qui m'a surtout vraiment dérangé dans ce tome-ci, c'est que justement Harper et le prince Rain, des personnages que j'avais tant aimés dans le premier tome, je les ai pas reconnus dans ce tome 2 en fait. J'ai eu l'impression que pour mettre en avant Gray en fait, l'autrice avait modifié la personnalité du prince Rain et aussi un peu d'Harper et pas que de ces deux personnages-là, vraiment pour les faire passer pour les méchants. Alors oui, je sais que à la fin du premier tome, ça sous-entend quand même qu'il y a une rivalité qui va s'installer entre le prince Rain et Gray, mais de là à changer complètement la personnalité de certains personnages, moi ça m'a vraiment pas convaincue quoi. Après il n'empêche que cet univers est vraiment chouette et que du coup j'ai quand même très envie de lire le tome 3 et de savoir comment ça va se terminer, mais c'est vrai que j'ai pas reconnu certains de mes personnages préférés de cette saga et je suis un peu déçue. Voilà donc pour mes lectures du mois d'avril, des lectures comme je vous avais dit assez variées parce que clairement pour la vidéo lecture du mois de mai, vous attendez pas à autre chose que de la fantaisie. Sur ce, je vais vous laisser ici, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.